Nous avons tous entendu parler des soi-disant génocides des ethnies minoritaires en Chine, surtout dans le Xinjiang. Terrible, non? Il semble que le Han, ethnie majoritaire du pays, voudrait bien éliminer les autres et faire de la Chine un pays d'une seule ethnie. Mais est-ce vrai? Il vaut mieux répondre à ces doutes avec des faits et des chiffres plutôt que des inventions et de l'imagination. Récemment, les résultats du 7e et dernier recensement de la Chine ont été rendus publics. Il est le plus grand de son genre dans le monde et effectué tous les 10 ans. En 2020, 679 000 institutions de recensement ont été créées et plus de 7 millions de recenseurs ont été mobilisés pour recueillir porte à porte les informations démographiques à travers le pays. Dans le rapport final, quelques chiffres très impressionnants ont été révélés. Les groupes ethniques minoritaires représentent désormais 8,89% de la population dans la partie continentale de la Chine, ce qui est 0,4% de plus par rapport à 2010. Lors de cette décennie, les Han ont augmenté de 4,93%, alors que nos compatriotes des ethnies minoritaires ont accru de 10,26%, soit 2 fois plus vite. Du coup, la population des ethnies minoritaires de Chine a atteint 125 millions, l'équivalent de la population totale du Japon et presque le double de celle de la France. Quant à l'ethnie ouïghour, les chiffres sont encore plus saisissants. Selon un rapport rendu public le 7 janvier 2021 portant sur la population dans la région du Xinjiang de 2010 à 2018, la population de l'ethnie a augmenté de 25,04%, soit beaucoup plus que le niveau moyen de croissance démographique au sein des ethnies minoritaires pour atteindre 12,7 millions. Auparavant, les groupes des ethnies minoritaires de la Chine vivaient souvent dans des régions éloignées et reculées, mais aujourd'hui, avec l'amélioration de l'infrastructure et l'éradication de la pauvreté absolue du pays, ils ont de plus en plus accès à de meilleures éducations et opportunités d'emploi. L'écart entre les Han et les autres ethnies est de moins en moins important. Les rumeurs s'arrêtent devant les sages et c'est l'heure de respecter la vérité et dire non aux mensonges. C'est officiel, Zhuzhong, le rover envoyé par la sonde spatiale chinoise Tianwen-1, a atterri dans la région d'Utopia Planitia sur Mars. Les Chinois sont donc très heureux et ils ont donc le droit de se féliciter car la mission est non seulement extraordinaire mais aussi très dure. D'abord, c'est extraordinaire car Zhuzhong est réellement le tout premier rover non américain ayant réussi l'atterrissage sur Mars. Et puis, comme la sonde Tianwen-1 d'une masse d'environ 5 tonnes comporte un orbiteur, un atterrisseur et un rover, la Chine est désormais la première à déployer les 3 engins en une seule et même mission. La mission est par ailleurs très dure et dangereuse. Nous avons tous entendu les fameuses 7 minutes de terreur, le laps de temps entre le moment où l'atterrisseur entre dans l'atmosphère martienne et la réception des données par l'équipe terrestre. Mais en raison d'une technique d'atterrissage différente des sondes américaines, la sonde chinoise Tianwen-1 a survécu à près de 9 minutes de terreur. Pour déposer son rover en douceur sur Mars, la NASA avait opté il y a quelques mois pour un système de grue volante, alors que le module de descente chinois a utilisé les propulseurs pour ralentir sa descente. Une nouvelle technique employée signifie une nouvelle méthode mise à l'épreuve. Il ne faut pas oublier que depuis la toute première mission d'exploration sur Mars, seulement la moitié environ des tentatives ont réussi. La mission Tianwen-1 en fait partie et mérite évidemment des applaudissements. Pour maximiser les chances de réussite, le site d'atterrissage a été fixé dans la région d'Utopia Planitia ou la plaine d'Utopie, un large bassin où s'est déposé en 1976 l'atterrisseur Viking 2.
Utopie signifie une société idéale sans défaut. Nous souhaitons donc que tout gens puisse trouver une utopie dans l'espace pour l'humanité. Une enquête extrêmement bien documentée, publiée le 25 avril dans le quotidien français Le Parisien, a mis au jour une nébuleuse qu'elle présente comme une menace pour la France après avoir conquis de nombreux lecteurs occidentaux. Son nom, Falun Gong, et la branche médiatique qui en découle, presse écrite, télévision et réseaux sociaux. Une organisation sectaire qui se présente comme un mouvement spirituel issu du bouddhisme, mais qui cache un réseau bien implanté et dangereux pour les démocraties occidentales. Se présentant comme un site d'information détenant vérité et tradition, Epoch Times France se singularise par des titres racoleurs et a fait de la Chine sa cible privilégiée. La journaliste du Parisien a remarqué que toutes les rubriques du site répondaient à une même ligne éditoriale, un prisme marqué très à droite, pro-Trump, anti-Chine, aux valeurs très conservatrices. Epoch Times et son pendant télévisuel New Tong Dynasty séduisent un public d'extrême droite, conspirationniste et hostile à la Chine en répandant à longueur de temps des inepties sur le pays. Comment une telle organisation a pu prospérer en Occident sans attirer l'attention? Selon le Parisien, aucun signalement ou plainte visant le Falun Gong n'a jamais été enregistré en France. Au contraire, le mouvement se cache derrière des vitrines attrayantes comme des centres de médiation de plus en plus nombreux. Le Falun Gong a une méthode bien précise qui réussit à tous les coups. Son fondateur, Li Hongzhi, s'est fait passer pour un martyr en cherchant refuge en Occident dès 1999 pour échapper aux prétendues persécutions du régime chinois. Comment ne pas accueillir ce pauvre homme et ses idées à bras ouverts? C'est ce qu'ont fait certains politiciens australiens en embrassant sa doctrine. En août 2020, la ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne a invité une membre du culte Falun Gong, Marie Ma, à siéger au conseil de la Fondation nationale des relations Chine-Australie. C'est en faisant du Falun Gong un instrument politique que les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis un an. En juillet 2020, la chaîne australienne ABC a tenté d'alerter l'opinion publique en publiant une série de reportages édifiants appelés « Le pouvoir du Falun Gong », montrant sa dangerosité et les ravages causés sur ses adeptes, les menant parfois à la mort. Mais cela n'a rien changé. Le Falun Gong n'a jamais été véritablement inquiété pénalement et est régulièrement soutenu par des personnalités et des médias occidentaux. Dans un article de France Culture publié en août 2020, la députée française Frédérique Dumas affirme que pour elle, le Falun Gong n'est absolument pas une secte. Il s'agit de personnes qui prônent l'authenticité et qui croient à l'harmonie de la Terre. Des paroles balayées par l'article du Parisien qui montre le côté obscur de Falun Gong et son vrai visage. Un faux média qui veut déstabiliser l'ordre établi en recrutant de nouveaux adeptes. Mais à l'approche des élections présidentielles françaises, il vaut mieux se détourner de ce ramassis extrémiste et complotiste qui souhaite empêcher les esprits libres de penser par eux-mêmes.